Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Excellences Messieurs les chefs d'État, Monsieur Charles Michel, Président du Conseil européen, Madame la ministre française des Armées, Monsieur le Président de la Croix-Rouge, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers amis. J'éprouve toujours un immense plaisir quand je foule le sol et hume l'air du Sénégal, ce pays où l'hospitalité a donné son nom légendaire à cette terre bénie par ses hommes, sa démocratie, son harmonie communautaire et sa stabilité. Tout en lui indique qu'il est l'air, le lieu idéal pour abriter un forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, devenu au fil des années ce bel espace d'échange sur les problématiques que soulèvent ces thématiques. Je renouvelle ici mes félicitations et appréciations à ces initiateurs et remercie vivement le gouvernement du Sénégal, le président Macky Sall en particulier, de nous y avoir invités et bien accueillis. Je mets le souhait ardent que les échanges entre les éminentes personnalités venues de divers horizons intellectuels, disciplines scientifiques et expériences vécues sortent de cette 7e édition du Forum avec un arsenal, un diagnostic, une thérapeutique, dois-je dire, innovant et performant, adapté aux nouveaux besoins et exigences qu'appellent les circonstances actuelles. Mesdames, Messieurs, en termes de paix et de sécurité, l'heure en Afrique est grave, très grave. De la Libye au jeu de pouvoir exacerbé, au Mozambique aux confins de l'Afrique australe, des deux extrêmes de l'Afrique centrale, le bassin du lac Tchad et l'est de la République démocratique du Congo, en passant par la RCA, en sempiternelle tension, et se projetant au Bénin et au-delà, en Ouganda, de la région du Sahel à l'Éthiopie, à la Somalie, dans la Corne de l'Afrique, au Soudan, au Sud-Soudan. L'Afrique n'a jamais été aussi fortement menacée par le terrorisme et l'instabilité. Le cancer terroriste, en pleine métastase, tue presque quotidiennement des dizaines d'Africains. Il détruit des centres hospitaliers, brûle des écoles et prive ainsi des milliers d'enfants des rares chances d'apprendre à lire et à écrire. Monsieur le Président Bazoum, vous en savez quelque chose. Aux conditions insupportables ainsi créées se sont ajoutées des crises politiques violentes ou latentes générées par les changements anticonstitutionnels et la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, le gaspillage des ressources, la corruption, la concussion et le népotisme qui font le lit de l'insécurité et de l'instabilité, de la désespérance et de la perte dramatique des repères vertueux. Devant les pesanteurs de tels fléaux, les États s'affaissent et certains sont menacés d'effondrement. Les conflits communautaires et les tendances irrédentistes et autres réflexes séparatistes s'exacerbent. Les désordres politiques et sociaux frappent aux portes. L'ère démocratique ouverte au début des années 90 avait réveillé d'immenses espoirs d'une modernité institutionnelle et de lendemains économiques et sociaux enchantés. 30 ans après, les résultats sont très mitigés. Un peu plus tard, vous le saviez, l'Union africaine adopte la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance. Et sa boussole doctrinale, l'agenda 2063,
le tout complété ici et là par des blocs d'arsenaux institutionnels et juridiques. Nous avons les arsenaux les plus élaborés. Pourtant, les tableaux brossés sitôt et demeurent implacables. Sommes-nous trompés des systèmes de gouvernement? Avons-nous péché par mimétisme facile? Qu'avons-nous fait pour que nous soyons aujourd'hui le continent où le terrorisme s'étend et où les changements anticonstitutionnels se multiplient presque sans coup férir? Il est temps, grand temps, de se poser la question simple mais fatale: pourquoi en sommes-nous arrivés là? J'essaie, pour le vivre au quotidien, depuis plusieurs années, que l'Afrique a réalisé de belles choses en termes de recherche d'intégration et de positionnement international. Elle a fait preuve, aux heures graves de la pandémie de la Covid-19, des vertus de résilience comparables. Le président Cyril Ramaphosa vous en a fait le point. Qu'il en soit remercié. En termes cependant de résistance au terrorisme et au recul de notre modernité démocratique, nous ne pouvons éviter le lancinant questionnement. À l'évidence, une première réponse doit être recherchée en nous-mêmes, dans le déficit de solidarité africaine. Dans la plupart des cas, les États africains regardent la scène, s'ils n'en détournent le regard, et comptent les points sans plus. Pourtant, les besoins des victimes du terrorisme sont, à vrai dire, tout à fait à la portée de certains États africains relativement nantis. Lorsque cette solidarité s'est manifestée à l'intervention du Tchad en faveur du Mali et de ses voisins du lac Tchad, du Rwanda en faveur de la RCA et du Mozambique, ou de la SADC en faveur du Mozambique, tout le monde a vu la différence. L'appui financier accordé au G5 par le Rwanda, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, l'UEMOA était un bel exemple digne d'être suivi. Cette expérience limitée, très limitée je dirais, montre que la solidarité africaine dans la lutte pour la paix et la sécurité est possible et qu'elle peut être prompte et efficace puisqu'émancipée des lourdeurs bureaucratiques paralysantes. Un élan de solidarité au minimum aurait été décisif dans le combat. Il en est ainsi des changements non constitutionnels proscrits par nos principes fondateurs: l'acte constitutif, la déclaration de Lomé, la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Pourtant, le dogme d'un souverainisme de mauvaise aloi paralyse l'action des communautés économiques régionales et l'organisation continentale dans leur capacité d'alerte précoce et leur velléité de résistance à de tels changements démocratiques qui sont des changements anachroniques, je dois dire. Notre projet phare, faire taire les armes, voit ainsi son horizon repoussé de décennie en décennie. La communauté internationale ne saurait non plus être fière de son action en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique. Cette responsabilité apparaît à travers son entêtement à continuer d'appliquer un modèle de maintien de la paix devenu carrément obsolète. En excluant de sa doctrine l'imposition de la paix et en souscrivant ses déploiements militaires dans une conception statique et défensive et non dans une logique dynamique et offensive, ces missions, aux coûts dispendieux, sont presque vouées davantage à leur propre sécurité et encore qu'à celle des citoyens des pays de leur déploiement.
Je reviens de New York, où il y a quelques jours, nous avions eu nos consultations annuelles avec le secrétaire général des Nations Unies. Le secrétaire général, Antonio Guterres, partage totalement cette situation, ce constat, et a exprimé tout comme moi sa frustration. La politique de double standard, suivie par certains segments de la communauté internationale, ne facilite pas les choses non plus. Comment accepter le déni de l'universalisme du combat contre le terrorisme? La responsabilité du Conseil de sécurité dans la paix est une et indivisible. Le terrorisme en Syrie et en Irak serait-il digne d'être combattu et vaincu alors que le terrorisme au Sahel et ailleurs en Afrique ne le serait pas? Pourquoi la force de défense commune mise sur pied par les pays du G5, la MISOM en Somalie, la force mixte multinationale du lac Tchad, peine-t-elle et s'échine-t-elle à rassembler le minimum de ressources, leur permettant d'accomplir, au prix des vies des hommes et des femmes africains, qui s'immobilisent lors de leur mission d'imposition et de maintien de la paix? Au-delà des indéniables responsabilités de la communauté internationale dans le maintien d'un modèle condamné par son obsolescence, les divisions et rivalités des grandes puissances rendent vains nos efforts de résistance au changement non constitutionnel, puisqu'il se trouvera toujours telle ou telle puissance prête à composer avec des dirigeants, peu importe leur légitimité, pourvu qu'il se trouve telle ou telle autre puissance qui s'en démarque, voire s'y oppose. Triste réalité. Cet état du monde complique intensement l'action continentale de résistance au terrorisme et au changement anticonstitutionnel. Il n'y a donc pour l'Afrique, pour sauver l'Afrique, que l'Afrique. C'est une évidence, me diriez-vous, mais il serait mieux de le redire. Aussi l'Afrique doit-elle, comme le réclame ce peuple, cesser d'être ce continent d'éternel assisté pour s'élever au rang d'acteur à part entière dans la gouvernance mondiale. Seule une réelle volonté politique de ses dirigeants, un refus catégorique de la fatalité, un sens élevé du sacrifice, un goût partagé pour l'effort et la créativité, la hisseront au rang des régions fières et conquérantes. Une véritable opérationnalisation de la force africaine en attente et du Fonds de la paix s'impose. Une adaptation de notre mode opératoire s'impose. Vous avez suivi le cas d'espèce, l'expérience qui vous a été présentée avec beaucoup de relief par le président du Niger. Bien sûr, l'Afrique, dans ce combat pour la paix, a besoin de la solidarité de ses partenaires. Leur condamnation pour des raisons politiciennes et démagogiques n'est pas crédible. Elle n'est pas constructive et ne devrait nullement décourager ceux parmi eux qui s'engagent vraiment à nos côtés dans ces moments difficiles. Toutes les grandes nations se sont trouvées historiquement confrontées à des défis similaires. Avaient-elles le choix de leurs alliances? Ce sont alors d'adopter des postures inutiles. Oui, nous le disons haut et fort, nous avons besoin de l'autre, mais l'autre ne sera jamais utile pour nous que si, à son tour, il se convainc que nous sommes bien un autre, indigne et authentique autre. Je vous remercie.